l'organisation que vous représentez ici. On voudrait savoir quelle synthèse faites-vous un peu de votre side event de ce matin? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous savons que la gestion commence par l'information. Et si nous avons des ressources naturelles au niveau de la région de l'Afrique centrale, des ressources naturelles en abondance. Et mieux gérer ces ressources naturelles implique une bonne information fiable. Et lorsque nous prenons les 3 bassins forestiers, nous prenons les bassins de l'Amazonie, les bassins du Congo, les bassins de l'Indonésie, nous trouvons qu'il y a une disparité criante en termes d'information scientifique. C'est que les autres bassins, celui de l'Indonésie et celui de l'Amazonie, ont été amplement étudiés. Ce qui permet qu'aujourd'hui, ils ont des stratégies de gestion durable de ces ressources, des stratégies pour le développement ou bien le bien-être des populations qui se trouvent dans ce bassin. C'est qu'ils connaissent la dynamique des ressources naturelles dans ce bassin. Ce qui n'est pas le cas au niveau du bassin du Congo, où la dynamique des ressources naturelles n'est pas connue. Nous n'avons pas de connaissances précises à l'échelle de prise de décision. Les connaissances que nous avons sont des connaissances globales. Comment est-ce que nous allons soutenir? Aujourd'hui, nous parlons de la vision politique qui a été annoncée par le gouvernement congolais, RDC Pays Solution, qui n'est pas un slogan, mais c'est quelque chose qui est réel et que nous devons promouvoir. Mais comment est-ce que nous pouvons promouvoir cette vision? C'est par l'information scientifique. C'est qu'il est temps que les décideurs politiques se fassent accompagner de scientifiques. Il y a les rapports de l'Organisation mondiale de météorologie de 2019 qui décrit d'une façon spécifique les impacts dus au changement climatique sur les continents africains. On dénote l'élévation des températures, l'élévation des niveaux des mers avec les érosions côtières, l'augmentation de la fréquence des événements rares et ainsi de suite. Donc tout cela a de l'impact sur la biodiversité, sur la santé et sur plusieurs secteurs, notamment les secteurs, les systèmes de production. Puisque lorsque nous prenons la région de l'Afrique centrale, nous voyons qu'il y a près de 80% de la population qui a l'économie de subsistance. C'est que nous prenons par exemple l'agriculture, c'est l'agriculture surbrûlée. Alors c'est que avec la perturbation climatique, le dérèglement climatique, les populations qui n'ont pas assez de facteurs de résilience vont devoir beaucoup en souffrir. Nous voyons actuellement les phénomènes d'émigration climatique. Nous prenons le cas de peuples pasteurs Moro qui quittent la région du nord de l'Afrique en train de descendre vers le bassin du Congo avec tout ce que ça implique comme conflit. Comment est-ce que nous pouvons prévenir tout ça? Comment est-ce que nous pouvons nous y prendre en termes de données disponibles? Quelles sont les données disponibles que nous avons à l'échelle des prises de décision? Quel est l'état de nos connaissances, n'est-ce pas? L'état de nos connaissances, quelles sont les ressources techniques, les ressources technologiques que nous pouvons avoir, même les ressources financières, pour pouvoir faire face à tous ces défis? Quelles sont les ressources humaines? Quelle est l'expertise que nous avons pour faire face à tous ces défis? Voilà pourquoi ce sont des réflexions qui ont motivé les décideurs au niveau de l'Afrique centrale, notamment la commission, la CAC, qui a voulu mettre en place une structure de gestion des connaissances.
cette structure que nous appelons les groupes d'experts sur l'évolution du climat au niveau de l'Afrique centrale. Pourquoi cette structure? C'est pour que les scientifiques soient impliqués dans la gestion, dans l'élaboration des stratégies. C'est qu'ils apportent leur part, leur contribution en termes d'informations scientifiques crédibles pour aider les institutions politiques à pouvoir faire asseoir leur politique de gestion durable des ressources naturelles au niveau du bassin du Congo. Voilà au niveau de l'Afrique centrale. Voilà pourquoi nous avons été aujourd'hui au stand de la commission climat du bassin du Congo pour présenter la structure que nous appelons GEC. Donc c'est que le groupe d'experts sur l'évolution du climat au niveau de l'Afrique centrale, qui est l'équivalent du GEC au niveau international. Ça c'est que la structure va devoir travailler au niveau local, au niveau régional, comme répondant du GEC au niveau international. Alors, la structure est appelée, puisque nous avons des ressources naturelles en abondance au niveau de la région, la structure est appelée à pouvoir réfléchir sur un modèle économique alternatif qui devra permettre ou bien favoriser l'exploitation optimale des ressources naturelles qui sont au niveau de la région, mais en même temps aussi favoriser la protection de ces ressources. Donc c'est qu'il y a lieu de pouvoir faire ces trade-offs entre l'exploitation optimale des ressources naturelles, mais aussi la protection de ces ressources. Donc c'est que là, il faut un modèle scientifique qui va devoir aider les décideurs à pouvoir s'engager sur cette voie. Il y a dans la sous-région des points focaux du GEC au niveau mondial qui déjà produisaient du contenu ou des données. Il y a également certains États qui ont déjà des agences qui produisent des données. Comment les réseaux que vous dirigez vont capitaliser toutes ces structures ou bien toutes ces connaissances qui sont déjà disponibles? Merci beaucoup. Pour le moment, nous sommes en train de faire un travail sur l'identification des ressources humaines en termes d'expertise, en termes des institutions qui travaillent dans les domaines du changement climatique dans la région. Alors, c'est que le travail que nous faisons, c'est un travail au niveau régional. Et nous sommes en train d'ailleurs de collaborer déjà avec les représentants nationaux GEC qui sont au niveau de notre région pour voir comment est-ce que nous pouvons avoir une synergie d'action et contribuer aux objectifs que nous avons au niveau du groupe d'experts sur l'évolution du climat en Afrique centrale. C'est que nous allons collaborer avec eux pour pouvoir avoir leur contribution en termes d'information, leur contribution en termes de nouvelles connaissances, leur contribution en termes de stratégies qui vont nourrir notre plan d'action au niveau régional. Aujourd'hui, les données peuvent être produites, mais est-ce que vous avez les assurances de la certification de vos données par rapport aux autres? C'est-à-dire au niveau international, est-ce que vous avez pris des mécanismes qui peuvent faire en sorte que vos données soient certifiées et que vos données soient acceptées pour aider à influencer les décisions au niveau international? Oui, merci beaucoup. C'est que d'abord, ça c'est vraiment l'un des objectifs spécifiques clés de notre groupe d'experts sur l'évolution du climat en Afrique centrale. C'est que d'abord, nous devons valoriser le travail de nos chercheurs au niveau de notre région, de l'Afrique centrale. Ce n'est pas dire qu'il n'y a pas de chercheurs. Il y a des chercheurs qui sont en train de travailler. Mais comment valoriser leurs travaux scientifiques? Alors, maintenant, c'est qu'il y a un processus que nous devons établir pour voir comment est-ce que nous devons les aider à pouvoir publier
leurs travaux, puisque lorsque un travail scientifique est publié, il est déjà certifié. Donc c'est un processus de certification. Comment est-ce que nous pouvons aider les scientifiques à pouvoir le faire? Et cela va devoir passer notamment par les activités de renforcement des capacités au niveau de la région, et l'appui aux chercheurs. Il faut trouver comment est-ce que nous pouvons avoir des canaux pour pouvoir appuyer les chercheurs au niveau de notre région. C'est une sorte de la diplomatie scientifique que nous devons faire au niveau de notre région. Aujourd'hui, la jeunesse représente donc une cible assez importante pour les domaines de la recherche que vous pilotez déjà. Comment comptez-vous travailler avec les jeunes étudiants ou les jeunes qui sont des chercheurs indépendants, et comment comptez-vous canaliser tous ces efforts vers ces questions de climat? Oui, au niveau de la CAC, disons, il y a déjà un réseau des universités, il y a aussi un réseau de jeunes. Alors, c'est que nous devons, puisqu'il est toujours difficile de commencer à zéro, mais il y a déjà des structures qui existent, n'est-ce pas? Alors, le travail que nous devons faire à ce niveau, c'est de collaborer avec les structures qui existent, mais aussi sensibiliser les jeunes, n'est-ce pas? Sensibiliser les jeunes, avoir des actions de sensibilisation pour que les jeunes adhèrent massivement au domaine du changement climatique, comprennent l'importance de leur adhésion à ce domaine de changement climatique et puissent apporter leur contribution. Mais cela aussi devra passer par le travail que nous disons de renforcement des capacités. C'est qu'il y a les concepts nouveaux qui sont en train d'émerger, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous parlons de pertes et dommages, n'est-ce pas? Comment est-ce que les chercheurs peuvent comprendre ces concepts, les intégrer dans leurs recherches? Donc c'est vraiment l'effort que la structure, le GIEC, devra faire au niveau régional pour pouvoir aider les gens à pouvoir apporter un plus à notre vision au niveau régional de gestion durable des ressources naturelles dans le contexte du changement climatique. Professeur Chimanga, la recherche rime aussi avec le financement. Est-ce que vous pensez que les États sont en mesure de financer les recherches et financer notamment les réseaux que vous dirigez? Aujourd'hui, je pense que nous avons des décideurs qui sont en train de comprendre l'importance de la recherche. Le jour de l'ouverture, Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, a souligné ça, l'importance de la recherche, l'importance d'appuyer les chercheurs. Et dès lors que cette prise de conscience est acquise au niveau de nos décideurs, je crois qu'il sera facile de pouvoir mobiliser le financement pour pouvoir appuyer les chercheurs. Et la structure que j'ai l'avantage de pouvoir diriger au niveau régional, au niveau de la région de l'Afrique centrale, c'est a aussi pour mission de pouvoir mobiliser les ressources financières afin de pouvoir accompagner les chercheurs pour que de bonnes recherches soient conduites sur terrain. Ma dernière question, pensez-vous que la COP27 a été une opportunité pour vous de vendre aussi les idées que vous avez derrière votre tête en tant que chercheur? Exactement, c'est que je suis venu ici non seulement avec la casquette du président du groupe d'experts sur l'évolution du climat, mais je suis aussi venu avec la casquette des chercheurs. Et en tant que chercheur, c'est que j'ai eu l'opportunité de pouvoir participer à des différentes discussions qui se tiennent ici à la COP27 pour orienter la vision, orienter les décisions en rapport avec les grandes actions qui doivent être conduites sur terrain.
Nous parlons dans ce cas-là, par exemple, de la présentation qui s'est faite ce matin sur la gestion des tourbières, où on voit l'apport de l'hydrologie dans la gestion durable des tourbières. Nous parlons des outils de gestion durable du bassin du Congo et nous parlons aussi de méthodes nouvelles qui doivent être utilisées pour rentabiliser la collecte des données, l'analyse des données et la dissémination des données. Merci beaucoup.